Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Glénat Manga Festival. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le début de cette grande fête qui va mettre à l'honneur à la fois les sorties, le catalogue et les nouveaux titres de chez Glénat. On sera en ligne en direct du 7 juillet jusqu'à dimanche pour vous présenter à la fois toutes les nouveautés mais aussi vous montrer des émissions spéciales consacrées aux différentes sorties et aux mangas de chez Glénat. C'est un plaisir de vous retrouver ici durant ces 5 jours qui vont animer ce Glénat Manga Festival. Je ne serai évidemment pas seul. Pléthore d'invités seront avec moi. La maison d'édition Glénat, ils sont déjà prêts ici à vous raconter tout ce qu'ils ont à dire autour de cette table. Je vais vous les présenter dans quelques instants, mais vous serez avec nous. Cette émission est en direct. Vous serez directement connecté depuis le chat et vous pourrez poser toutes vos questions, que ce soit aux intervenants qui composeront ces émissions, mais aussi évidemment aux éditeurs et à Glénat pour avoir peut-être les réponses que vous espérez ou celles que vous n'espérez pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils seront là sans langue de bois en vous donnant la totalité des informations qu'ils ont sur la suite des parutions de chez Glénat. Je sais qu'il y a beaucoup de questions que vous devez vous poser parce qu'il s'est passé beaucoup de choses évidemment en 2020. Ça va être un des grands sujets de ce Glénat Manga Festival. Autour de la table pour présenter cette première émission d'introduction, on va parler des titres sortis, des titres à venir et vous parler des surprises évidemment qui vont arriver chez Glénat, des choses peut-être pas encore annoncées, vous présenter le programme. J'ai le plaisir d'accueillir autour de la table Margot Fossé. Bonjour Margot, je commence par toi car Bonjour. Je sais que tu es la plus à l'aise sur ce plateau. Comment vas-tu ? Très bien, je suis contente d'être ici. Alors on rappelle, tu es éditrice chez Glénat, tu t'occupes notamment de Berserk et de Dr Stone, qui est deux gros morceaux, très fiers de ces séries. Ah mais oui, moi je les aime beaucoup. De préférer un Dr Stone au passage, même si tu es Tokyo Revenger sur le t-shirt. Pour toujours, Tokyo Revengers Forever. Pour toujours, tu t'en es occupé un peu oui, c'est ça. Du manga. Oui. Merci d'être avec nous. Juste à côté de toi, Satoko Inaba, directrice éditoriale chez Glénat. Tu es un peu la boss, quelque part, de tous ces gens-là. On est plus une république qu'une dictature, mais... c'est merveilleux. Heureusement, j'ai des merveilleux collègues qui me permettent de me concentrer sur mon travail essentiel qui consiste à lire tous les mangas qui sortent au Japon et trouver la pépite qu'on traduira en version française. Ah, c'est toi qui te charges principalement de ce genre de choses-là ? On va dire que c'est moi qui me charge principalement. Après, évidemment, je prends les avis de tout le monde, de l'équipe présente ici, mais aussi de toutes les autres personnes qui travaillent pour le manga, pour Glénat, et qui n'hésitent pas justement à me donner leurs conseils de « Oh, j'ai adoré ce titre », des choses comme ça. Donc voilà, je prends conseil de tout le monde, et même parfois des lecteurs. T'es une des personnes les plus anciennes chez Glénat, il me semble. Alors, en termes d'ancienneté, je pense que j'ai quelqu'un qui est arrivé avant moi. De quelques mois. De quelques mois. Évidemment, c'est Benoît Huot. Bonjour Benoît, comment tu vas ? Très très bien. Alors, ravi d'être ici toi aussi, tu es éditeur chez Glénat, tu es responsable notamment, pardonnez-moi, de One Piece et aujourd'hui de Dragon Ball Super, notamment de grosses licences quand même, des gros morceaux. C'est dur de travailler sur ce genre justement de licence. Alors, c'est pas forcément difficile de travailler sur ce genre de licence dans la mesure où en fait on travaille sur les licences, quels que soient les titres. On peut pas considérer que parce qu'un titre a un public peut-être plus restreint, on doit le travailler d'une manière différente, moindre de d'habitude. Bien sûr. Donc en fait, on met au sein de toute l'équipe éditoriale, on met le même entrain à travailler l'ensemble de nos titres puisque la qualité doit être présente partout. Impeccable, réponse parfaite, il est habitué, je ne pourrais absolument pas le piéger. Et juste en face de toi, la dernière ici autour de cette table, Léa Bouzy. Bonjour, éditrice chez Glénat. T'occupes de Tokyo Revenger actuellement ? Ouais, je viens de reprendre la série, sachant que Margot reste vraiment la connaisseuse incontestable du manga. Et voilà, je suis éditrice et donc je m'occupe de titres vraiment variés. J'ai de la chance que ce soit des grands seinen comme Parasite ou encore des nouveaux shonen comme Ariadne, des Shoujo Plus, notre nouveau label. Donc vraiment, je m'amuse beaucoup. Eh bien écoute, bienvenue parmi nous, bienvenue à vous tous. J'espère en tout cas que vous êtes à l'aise. Regardez ce magnifique décor quand même, on a mis les choses, on a fait les choses en grand. On se sent comme à la maison. Évidemment une bibliothèque qui ferait rougir pas mal de fans, je pense, de manga.
Même moi, hein, aussi bien rangé, bien organisé, ça n'est pas du tout comme ça à la maison, je dois bien vous avouer. Et on aura l'occasion de vous montrer, évidemment, toutes ces choses au cours de l'émission. Sur mon bureau, j'ai la possibilité de vous montrer les différents mangas via la caméra zénitale. Ici, un petit artbook de Berserk. Évidemment, il sera question de Berserk durant ce Glénat Manga Festival. Donc, vous pourrez avoir des visuels clairs et complet des différents mangas si jamais vous intéressez évidemment à une série mais vous n'avez pas sauté encore le pas, si vous voulez voir comment visuellement ceci rend, comment rend évidemment la mise en page de ces derniers, on vous montrera absolument tout. L'objet de cette émission, c'est bien entendu de parler des sorties, puisque on le sait, traditionnellement, au mois de juillet, c'est la Japan Expo. Bon, cette année, il n'y aura pas de Japan Expo. C'est aussi pour ça que l'on fait ce Glénat Manga Festival, pour pouvoir être proche, évidemment, du lectorat et pour pouvoir relayer un peu toutes les sorties. C'est une grosse période de sortie, le mois de juillet. Et cette année 2021 n'est pas en reste. On va présenter quelques-unes des sorties. Alors, il me semble qu'ils sortent ici très vite, ou qui sont déjà sortis, à commencer par ceci, Digreman Reverse 3. Margot, c'est toi qui t'occupes de ceci. Tout à fait. Et c'est une nouvelle alors ? Oui, c'est un roman. C'est un roman. Oui, c'est le 3e tome des romans d'Igreman, 3e et dernier tome. Dans ce tome-là, il est question de... il y a 2 histoires dedans, donc... 2 histoires, notamment de la rencontre entre Allen et Mana, donc, qui plus en détail que ce n'est abordé dans le manga. Et du coup, c'est un parfait complément du tome 27 qui est sorti en juin dernier. Ça se fait de plus en plus, ça, des romans qui accompagnent les mangas. Pourquoi est-ce que c'est de plus en plus populaire, ce genre de format-là ? Pour moi, c'est parce que ça apporte un complément d'information sur le manga pour des histoires qui ne sont pas forcément traitées au sein du manga. Donc, ça apporte un plus, quelque part. Assez souvent, les auteurs ont énormément d'idées par rapport à leur série, mais quand ils mènent une série principale, ils ne peuvent pas forcément aborder toutes les histoires de tous les personnages qui sont à côté. Et donc, le roman, c'est un format qui leur permet autrement, sans déborder sur leur planning de 20 pages par semaine, de pouvoir raconter d'autres histoires qu'ils ont dans la tête. Donc ça, c'est évidemment romancé par l'auteur du manga lui-même, sous sa tutelle. C'est lui qui donne un peu la ligne pour justement développer l'histoire des seconds persos. C'est le volume 3. Je suppose que tous les volumes sont liés les uns aux autres, non ? Mieux vaut acheter les 3 simultanément ou Alors, c'est pas obligé. C'est-à-dire que pour une logique de collection, quand vous avez un Digreman Reverse tome 3 uniquement dans votre bibliothèque, ils sont un petit peu seuls, donc il vaut mieux que vous l'ayez avec le tome 1 et le tome 2. Mais ça ne suit pas comme un manga. Non, ce sont des nouvelles indépendantes les unes des autres. D'accord. Donc du coup, effectivement, vous pouvez tout à fait lire le tome 3 sans forcément avoir lu les tomes 1 et 2. Par contre, il vaut mieux avoir lu le manga avant. Oui. Ah, ça, je ne dis pas. D'ailleurs, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Digreman, de quoi il s'agit ? Quel est le... Alors, Digreman, c'est l'histoire d'Allen Walker, qui est un adolescent qui a été un petit peu malmené durant son enfance, parce que notamment, il était dans un cirque itinérant. Et en fait, il a été malmené parce que son bras était un bras abîmé. Et ce bras était abîmé parce que il était fait d'une matière qui s'appelle l'innocence, qui est une matière qui a pour but de repousser les démons, ou les Akuma, tels qu'ils sont appelés dans ce manga. Et donc, on suit l'histoire justement d'Allen Walker, qui intègre une organisation qui s'appelle la Congrégation de l'Ombre, qui a pour but justement de lutter contre les Akuma et son terrible chef, le fameux Comte Millénaire. Impeccable, et on ne peut pas faire plus clair aussi, je dois bien vous avouer. Il a bien taffé son sujet. Regardez un tout petit peu comment ça se présente, parce que je sais que c'est un peu différent peut-être des formats manga dont vous avez l'habitude. Donc on a quelques illustrations, mais essentiellement du texte, avec beaucoup de dialogue dans le bouquin, parsemé quelquefois d'illustrations pour vous montrer un tout petit peu peut-être les personnages, ou vous illustrer quelques descriptions à l'intérieur du livre. Ça se fait de plus en plus, loin d'être une full visual novel, on est plus sur du roman là. On a quand même de quoi illustrer un peu les personnages et les propos afin de compléter la série. Voilà, ça c'est sorti déjà, donc Tous les titres, effectivement, sortent aujourd'hui en librairie. Tous les titres sortent aujourd'hui en librairie, c'est parfait, tout est calculé à la perfection. Vous pouvez y aller, Digreman Reverse, volume 3. On va parler maintenant d'une sortie récente, et le tome 2 arrive. C'est avec toi, Satoko, il s'agit de Dear Call.
Oui, Dear Call, c'est une série d'un auteur qu'on a découvert assez récemment qui s'appelle Kirigunchi. C'est un jeune auteur qui a commencé avec Le Dilemme de Toki, une histoire d'extraterrestres qui arrivent sur Terre pour déterminer son sexe. Voilà, en réunissant des ingrédients assez étranges. Voilà, ça c'était son premier titre qui était ultra intriguant. On a beaucoup aimé son graphisme et sa série. Et là, il revient à nous avec une nouvelle série, Dear Call, qui va plutôt dans le shonen, on va dire fantasy, très grand public. On est dans un univers assez proche des jeux vidéo comme Final Fantasy. Donc on a un jeune garçon qui a été retrouvé sur une île en étant bébé. Et il a grandi avec 2 grands amis, une créature toute noire, étrange, qui est entre un chien et un chat, tout mignon, et un gros tigre blanc tout fluffy. Et tous les 3 deviennent inséparables jusqu'au jour où arrivent des gens étrangers à l'île et malheureusement, ils vont être séparés par les découvertes qu'ils vont y faire. Mais ils vont tout faire pour retrouver leur amitié. Et on va parler de personnes qui ont un pouvoir magique, on va dire ça, comme ça. Et leur pouvoir magique, c'est celui d'invoquer des créatures. Donc on est sur un Harry Potter avec des grosses invocations de gros monstres et des combats épiques entre eux. Ah ok, c'est les monstres qui se battent... C'est un peu Pokémon, mais avec des gros monstres. Voilà. Tu me parles. Mais avec des gros monstres vénères, du coup. C'est ça, c'est une série courte, mais qui se tient bien en 4 tomes. Donc, 4 tomes. Alors, pour l'instant, on n'est qu'à 2 tomes en France, mais vous aurez les 4 tomes de manière très régulière. Donc, voilà, c'est une série assez sympathique, très fraîche, avec un très très beau graphisme. Donc, à découvrir sans hésiter pour ceux qui aiment ce genre d'univers. Voilà, Dear Call, tome 2, c'est sorti aujourd'hui, justement, fait partie des sorties Glénat. Vous pouvez y aller si vous avez déjà pris le volume 1. Sinon, je vous invite à aller vous y intéresser. Et on va passer, évidemment, à la grosse sortie ici, Dr Stone. Tome 16, le Dr Stone qui continue son bonhomme de chemin, le manga qui a un succès fou, que ce soit au Japon ou chez nous. Satoko, c'est toi qui vas nous parler un tout petit peu de Dr Stone ici. On peut rappeler, c'est un manga à succès chez Glénat, Dr Stone, aujourd'hui. Oui, alors dès le début de la série, on était sûr un peu de son succès, puisqu'on avait 2 auteurs, Boichi, qui étaient connu pour faire des dessins fantastiques, et Reiichiro Inagaki, qu'on connaissait déjà pour High Shield 21. Qui était chez vous, High Shield 21. Aussi, qu'il avait fait avec un autre dessinateur qui s'appelle Murata, aujourd'hui qui est très célèbre aussi. Et dès le départ, on sentait que l'association de ce scénariste qui faisait des histoires à la fois fantastiques, assez grandes, et avec beaucoup d'humour, associé au trait de Boichi, allait faire quelque chose de fantastique. Et on ne s'est pas trompé, puisque dès la publication du premier tome, on a été bien suivis, et au fur et à mesure de la parution de la série, on a eu de plus en plus de fans qui sont joints à la communauté des fans de Dr Stone. Et aujourd'hui, on a un animé avec 2 saisons, qui a aussi permis, je pense, d'intéresser des personnes qui ne s'y étaient pas mis tout de suite. Et on a aussi des retours, ce qui est assez intéressant, par exemple des professeurs de chimie, physique-chimie, qui me disent que justement c'est une série par laquelle ils peuvent intéresser leurs élèves à la matière. Mais complètement. Alors, je suis un ancien professeur de sciences, je suis un ancien professeur de mathématiques, et je vous savez que quand je vois un manga qui parle de sciences comme ça, qui décrit les sciences comme ça, alors bien sûr, ça reste un shonen, donc on a pas mal de choses qui sont capillotractées, mais dans les bases, on est sur des choses très scientifiques et complètement terre à terre. C'est assez fou. Mêlé à un dessin de Boichi qui est juste fantastique. Si vous ne vous êtes pas intéressé à Dr Stone, c'est vraiment une œuvre assez fondamentale et assez phénoménale. Là, on est bien en avance dans ce volume. On peut répéter quand même peut-être un tout petit peu pour tous ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de base de Dr Stone. Voilà, l'humanité est changée en pierre, on se révèle près de 3000 ans plus tard, et un génie scientifique va essayer de refonder la civilisation. C'est un peu son but dans la vie, et bon, ça pas si simple que ça, on va dire. Il va se passer évidemment plein d'intrigues, mais ça, c'est vraiment un de mes coups de cœur absolus et total. Volume 16 déjà, le manga, alors
je suis un peu sur Manga Plus. Visiblement, il est reparti pour un nouvel arc. Ça ne s'arrête pas, du coup. Oui, on n'est pas Dr. du Stone. tout sur une fin de série. On est sur ouais. une série qui continue encore et encore. Donc, je pense que c'est peut-être l'occasion de commencer justement pour ne pas avoir trop de tomes sortis. Si ceux qui... Ce qui est important aussi à garder à l'esprit avec Dr. Stone, c'est que justement, là où des fois on peut s'attendre à un essoufflement en se disant ça y est, ils ont traité une partie de l'histoire, ils n'ont plus rien à dire, c'est à ce moment-là que Senku et ses compagnons découvrent de nouveaux événements qui étendent le monde, que ce soit à la fois sur le globe terrestre ou même dans l'espace, et du coup, ça ne donne qu'une seule envie, de continuer de partir à la découverte avec eux. Ouais, c'est un peu ça. Il y a ce côté un peu One Piece finalement dans l'histoire. On va un peu plus loin dans le monde au fur et à mesure du talent technologique qu'on arrive à développer. Et c'est l'aventure, hein, mine de rien. Et à chaque fois, il y a de nouvelles choses qui se passent. Voilà. Aujourd'hui, donc, la sortie du tome 16 de Dr. Stone. Allez-y, foncez. Quelques questions dans le chat. Alors, rien à voir avec les sorties, mais je vous relaye quand même les questions. C'est des questions assez classiques. Vous avez très probablement entendu ces questions pas mal de fois. Donc, c'est Actarius qui nous dit donc, bonjour Glénat. Est-ce que la suite de Captain Tsubasa est prévue chez vous? On parle souvent de la suite de Captain Tsubasa. On sait que vous avez récupéré des droits pour éditer Captain Tsubasa Olivier Tom. On parle de la suite. Est-ce que c'est prévu en édition? Alors, la dernière fois qu'on avait posé la question sur la disponibilité de ces séries avec les ayants droit japonais, ils nous avaient répondu que pour des questions de droit concernant la suite de la série, on ne pouvait pas acquérir les droits à l'étranger. D'accord, ok. Donc voilà. Il y a zéro raison donnée à ça. On peut pas. On n'a pas le droit Les droits ne d'acquérir. sont pas ouverts à l'international. Voilà. Donc à partir du moment où les droits ne sont pas accessibles à l'international, on ne peut pas les acquérir. C'est aussi simple que ça. Il n'y a même pas d'appel d'offres, il n'y a rien. Les droits ne sont pas ouverts à l'international. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous ouvrez des droits à l'international, il faut qu'en tant qu'ayant droit, vous soyez assuré justement d'avoir, on va dire, l'accord et l'autorisation de pouvoir le faire. Après, on ne sait pas précisément quelles sont les règles. Simplement, lorsqu'on a posé la question, ils nous ont dit que les autres titres ne sont pas disponibles à l'international. Point. Ah ouais, ce genre de réponse. Alors, ça ne ferme quand même pas la possibilité qu'un jour ça arrive. Si les droits sont ouverts, effectivement, on peut envisager la publication. Mais à aucun moment, malgré la parution de Captain Tsubasa déjà chez Glénat, ça garantit le fait que la série soit sérialisée chez vous. Non, et après ça dépend aussi des titres parce que actuellement on a également une autre série qui est Captain Tsubasa Kids Dream, qui est en fait justement une revisite de Captain Tsubasa à destination des plus jeunes. Et comme là justement c'est une version on va dire en rapport avec la série Captain Tsubasa, celle-ci nous avons été autorisés à la publier. D'accord. Voilà. Impeccable. Eh bien écoutez, parfait, n'hésitez pas évidemment si vous avez d'autres questions à poser tout ça. On va revenir avec toi Benoît justement pour nous parler de Dragon Ball SD, le tome 7. Alors, je découvre un tout petit peu Dragon Ball SD, j'en avais évidemment entendu parler, mais je me pose la question de qu'est-ce que c'est exactement Dragon Ball SD? Est-ce que c'est le manga Dragon Ball réadapté de façon humoristique super déformée ou est-ce que c'est une histoire parallèle du manga? Alors c'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'effectivement c'est la part du manga Dragon Ball à l'origine, donc on suit l'histoire de Son Goku, Krillin, leur quête des Dragon Ball, mais le principe est justement d'axer toute l'histoire sous un angle beaucoup plus humoristique, donc justement avec des personnages super déformés, avec davantage de gags, et ce qui est très intéressant avec Dragon Ball SD, c'est qu'on est sur un volume qui est en couleur, là où le manga Dragon Ball de base est en noir et blanc. Alors on est d'accord que c'est en couleur de base le manga, c'est pas colorisé par Glénat, hein, c'est de base en couleur. Hein. La version japonaise de Dragon Ball SD est en couleur et donc du coup nous la publions également en couleur. Donc la série est publiée comme ça et le but c'est justement de suivre à nouveau l'histoire de Son Goku et Krillin, mais pas de manière identique puisque cela n'aurait aucun intérêt d'avoir deux fois la même histoire, mais justement avec une dimension beaucoup plus comique. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est une histoire qui peut se lire toute seule si vous ne connaissez pas Dragon Ball et vous profitez à fond de l'intrigue, ou alors si vous connaissez Dragon Ball, justement, il y a énormément de clins d'œil et de références qui font que justement vous avez la version comique avec ce genre de point de vue. Donc ça permet justement soit de découvrir, soit d'approfondir l'univers déjà foisonnant d'Akira Toriyama. Ah ouais, là c'est vraiment l'histoire telle qu'elle. Là, on est sur Namek, Goku arrive sur la planète et Vegeta fait tout pour temporiser afin que Freezer n'ait pas
les Dragon Ball. On est vraiment sur du full story. Alors pour les enfants, ça tranche des têtes quand même, comme dans le manga, il n'y a pas de problème. Notez que lui est censé avoir le pouvoir le plus fort de tous les temps, d'arrêter le temps, mais il n'a jamais su rien en faire. Après, au niveau de la violence, je pense qu'on est un cran en dessous de la série originale. Donc c'est vrai que pour le proposer à des enfants un peu plus jeunes que ceux qui veulent lire Dragon Ball, la série originale, c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Ah, puis en plus, c'est en couleur, c'est vrai que c'est très agréable. Il y a quelques petits montages humoristiques vers la fin. Voilà, Dragon Ball SD. Donc, c'est une bonne façon de découvrir Dragon Ball tout en couleur. Quand même en lecture, en sens de lecture originale tout de même. Donc c'est cool. Je vais peut-être m'y intéresser. J'ai jamais lu Dragon Ball SD pour te dire la vérité. Mais si ça me fait encore plus marrer que le volume de base, à mon avis, je m'y tenterai bien. Voilà, ça sort aussi aujourd'hui, Dragon Ball SD. Et évidemment, on va parler de la grosse sortie Dragon Ball Super, le volume 14 de Dragon Ball Super, les amis. Il sort aujourd'hui avec la suite du nouvel arc consacré à Moro, le nouvel ennemi, les patrouilleurs galactiques qui sont visiblement une institution bien plus puissante qu'on ne le pense. Dragon Ball Super, quel est l'accueil des gens sur Dragon Ball Super, sur l'édition Dragon Ball Super? Parce que le manga est très différent de ce qu'on peut voir dans l'animé au final. Il va plus vite, droit au but. C'est pas le même produit même. Alors, je pense. Ce n'est pas le même ouvrage, c'est-à-dire que en fait l'animé et le manga ont été réalisés au Japon mais de manière parallèle, ce qui fait que même s'il y a bien évidemment des liens entre l'un et l'autre, les deux types d'ouvrages sont autonomes. Donc ce qui permet justement à Dragon Ball Super d'être beaucoup plus efficace. Cette série est publiée dans un magazine mensuel, donc ça veut dire que chaque mois vous avez un chapitre de 50 pages et vous imaginez bien quand vous avez un chapitre de 50 pages et non un chapitre de 20 pages, forcément vous mettez beaucoup plus d'action et vous avancez beaucoup plus dans l'intrigue. Ce qui fait que justement quand vous avez un Dragon Ball Super, vous avez une montée des enjeux, vous avez un conflit avec justement Moro et les patrouilleurs galactiques où vous vous rendez compte qu'il y a encore des défis pour Son Goku et ses compagnons et vous suivez ça avec d'autant plus d'intérêt parce que ce n'est pas justement simplement un remake, ce sont véritablement de nouveaux enjeux, de nouveaux défis. Ouais, alors on rappelle, c'est la suite officielle de l'histoire approuvée par Akira Toriyama. Toyotaro, le dessinateur, quel est son lien exactement avec Akira Toriyama? Eh bien en fait c'est un collaborateur puisqu'en fait Akira Toriyama scénarise Dragon Ball Super et Toyotaro se charge de le dessiner, ce qui implique plusieurs choses, c'est-à-dire qu'en fait Toyotaro soumet ses storyboards à Toriyama qui les valide et du coup bien évidemment Akira Toriyama donne quelques conseils à Toyotaro concernant justement le fait de représenter tel ou tel type de personnage, tel ou tel angle de vision pour que ce soit à la fois conforme à Dragon Ball, l'univers tel qu'il est connu, et plus efficace. Tome 14, l'arc se termine à quel volume exactement? Est-ce que tu te souviens? Pour l'instant, en fait, le tome est toujours en cours la série est toujours en cours de publication, donc je suis pas certain que l'arc soit fini. Je sais que à la fin de l'année, du coup, nous aurons le Dragon Ball Super numéro 15 qui paraîtra en novembre. Donc en novembre, d'accord. Voilà, nous aurons bien évidemment la suite de cette partie. Ce qui me permet aussi de rebondir, puisqu'en fait, en novembre, nous aurons bien évidemment ce Dragon Ball Super, mais nous aurons également un titre qui est le super livre de Dragon Ball. Donc, si jamais vous vous intéressez à l'univers de Dragon Ball, et je pense que de nombreuses personnes s'y intéressent ici, le super livre de Dragon Ball, c'est la Bible absolue pour tous les fans. C'est un ouvrage en 4 tomes. Nous publierons un tome par an parce que, mine de rien, vu la quantité de texte, il faut pouvoir les sortir. Ça va. Et vous avez dedans tout ce qu'il faut, à la fois des interviews de l'auteur, des présentations des personnages, de leurs techniques, des lieux, des études, des designs et même des réflexions, ne serait-ce que sur les voitures. Donc si vous vous intéressez justement à Dragon Ball dans son ensemble, n'hésitez pas, foncez en novembre. Autre chose que je peux vous recommander aussi, ce bouquin, le quiz Dragon Ball, qui retrace la totalité de l'histoire de Dragon Ball, d'ailleurs jusqu'à Jaco, patrouilleur galactique d'ailleurs, dont les dernières questions sont posées, qui est aussi d'ailleurs un peu le tome 0 de Dragon Ball. Voilà, si vous voulez tester vos connaissances, c'est référencé sous thème de points, à chaque fois il y a la réponse derrière. S'il y a un mec qui joue le show, vous posez quelques questions là-dessus et tu vois s'il connaît bien Dragon Ball ou non.
et généralement tu es assuré de passer et d'avoir toutes tes connaissances sur le manga. C'est peut-être ce que Toriyama a fait d'ailleurs à la fin de sa série, ou alors quand il a dû dessiner l'arc-bouffe, tiens, j'avais fait des choses quand même dans ce manga, il faudrait peut-être que je me rappelle un tout petit peu ce dont il s'agissait. On va passer à toi Léa et on va parler un tout petit peu de Gun. Alors Gun, c'est un des premiers mangas édités chez Glénat, et Gun, c'est une série qui se poursuit avec notamment les Mars Chronicles dont le tome 7 sort aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ? Oui, c'est ça. On l'a beaucoup attendu, ce tome 7, parce que le tome 6 était sorti en mars 2019. Donc ça y est, enfin on a la suite. Et donc pour ceux qui n'ont jamais testé Mars Chronicles, c'est un peu comme une saison 3 en fait, où on découvre les origines de Gali. Et ce tome, il se passe énormément de choses dedans, et notamment le décor est assez fou, puisqu'on voit que Yoko et Erika sont en pleine mission d'infiltration. Et elles sont en fait dans une ville qui a été construite autour d'un aéronef qui s'est écrasé il y a un demi-siècle. C'est comme d'habitude, les décors sont incroyables. On a des personnages hauts en couleur, on a des combats, donc on est très content de retrouver la série. Et je tenais à dire, parce qu'on a beaucoup de chance, en fait, après le live Tokyo Revengers, on va diffuser une vidéo de l'auteur, Yukito Kishiro, qui en fait montre dans les moindres détails comment il a conçu cette jaquette. Et en fait, c'est hyper intéressant. Et si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est dessin numérique, on voit vraiment toutes les étapes, à partir du croquis jusqu'à la colorisation. Et en fait, il nomme vraiment chaque outil qu'il utilise, pourquoi, comment. Et j'ai appris beaucoup de choses, notamment, donc il parle de la lumière qui vient de sous les personnages, il parle de toute la perspective avec les tuyaux, et notamment, il avait tenu à construire la couverture sous forme de triangle, en disant oui, le regard du lecteur va passer de Yoko à Erika à ce personnage, tous les effets de lumière, hallucinant. Et vraiment, c'est une mine d'informations. Donc on va avoir cette vidéo donc exclusive juste après le live Tokyo Revenger qui suivra justement ce live de présentation du Glénat Manga Festival. La vidéo sera-t-elle disponible après ? Est-ce que vous la rendrez disponible, on va dire, pour tous ceux qui ne pourront pas la voir en direct ? Alors pour l'instant, je sais que l'autorisation que nous avons eue, c'était de le diffuser aujourd'hui. En direct, d'accord. Mais je pense que comme elle existe, on va essayer de négocier pour qu'elle puisse rester un petit peu disponible quand même, pour que ceux qui l'ont ratée puissent continuer à la regarder. Voilà, au pire, vous avez la VOD sur le Twitch de Glénat Live qui restera quand même en ligne, je pense, encore un petit moment. Donc n'hésitez pas à regarder la VOD si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin de la journée. Donc Gum Mars Chronicles, c'est une préquelle à Gums, c'est bien ça. Exactement. Une préquelle et bien, quelle est l'implication de l'auteur d'origine dans cette préquelle-là ? Et à 100%, il est au scénario, il est au dessin et vraiment, on retrouve tous les codes. C'est un vrai plaisir, surtout quand on a lu Gun puis Last Order. Ça fait toujours plaisir de pouvoir se replonger dans les origines et d'approfondir cet univers qui est fascinant. C'est ouf, une telle longévité sur une œuvre comme ça, c'est assez incroyable. Beaucoup de respect pour les auteurs qui réussissent à sortir une œuvre et la tenir aussi longtemps et à développer autant d'aspects de leur œuvre. Voilà, Gum, si vous avez commencé, peut-être beaucoup ont commencé chez Glénat avec cette œuvre-là, peut-être Akira, peut-être Gun, ou peut-être Dragon Ball, mais c'est une œuvre majeure en tout cas de l'éditeur chez Glénat, et elle est encore en parution aujourd'hui en 2021, donc c'est tout de même assez fou. Donc on va parler de quelque chose, d'un manga un peu spécial puisque c'est une réédition qui sort aussi aujourd'hui, celle de L'école emportée. Alors qu'est-ce que c'est L'école emportée et quelle est la particularité de cette édition-là justement ? Alors, L'école emportée, c'est une des séries mythiques qu'on avait au catalogue Glénat depuis les années 90. Kazuo Ume, c'est le maître de l'horreur incontesté au Japon, et cette histoire raconte l'histoire d'une école primaire qui tout d'un coup disparaît en fait, se retrouve emportée dans une autre dimension, on va dire ça comme ça pour le début, pour ne pas tout spoiler. On peut dire ça. Juste, regardez là, si je peux vous montrer une des premières pages, il y a l'école.
il y a la dimension, je sais pas si vous voyez. Si vous voyez, on sent qu'il va se passer des petites choses quand même. Il va juste y avoir une école avec les enfants, les quelques adultes qui se trouvaient là, qui vont se retrouver projetés dans un univers complètement hostile. Et ils vont essayer de survivre dans cet enfer, entre guillemets. Et on va voir si les adultes sont aussi responsables qu'ils ne laissent... qui veulent le prétendre et comment vont pouvoir survivre tous ces enfants entre eux. C'est une école primaire, hein. C'est une école primaire. Ouais. C'est vraiment une école primaire. Alors c'est 6 années l'école primaire au Japon et on aura vraiment toutes les classes de l'école primaire qui seront là et ils vont essayer de se gérer tout seuls. Alors, normalement, la première édition n'était pas sortie dans ce format-là. C'était un format un peu particulier. Tu peux nous parler du format d'édition de base ? La première édition était ce qu'on appelle le format Bunko. C'est le format poche japonais. Donc, c'est une version qui est encore plus petite que la version shonen qu'on connaît là. Alors, en langue japonaise, c'est ce qu'on fait souvent des titres connus. En fait, c'est des rééditions de titres assez longues. On les fait dans ce format-là. Par contre, en japonais, c'est tout à fait lisible. En français, on a des lettres qui sont un peu plus petites, ce qui fait que ce format n'était pas forcément optimal pour les lecteurs français. Et c'était une édition qui ne rendait pas forcément hommage non plus à l'art de l'auteur. Donc, ce qu'on a voulu faire, déjà, c'était une ancienne édition donc, qui était de plus en plus difficile à trouver en librairie. Donc, avec cette nouvelle édition, on a essayé justement de reproposer le manga dans un format plus accessible, plus agréable à lire, sans aller forcément dans des formats trop grands, justement. Et c'est le format qu'on a choisi aussi pour des nouvelles éditions comme Parasite. Voilà, donc on a 6 tomes qui vont être publiés dans ce format-là, très accessible et très agréable à lire aussi. Alors on cite évidemment dans le chat Junji Ito. On rappelle que Kazuo Umezu, c'est un tout petit peu, on va dire, la plus grande inspiration qu'a eu Junji Ito dans sa carrière. C'est ça. En vérité. Donc un peu de respect s'il vous plaît. avant de placer les phases, s'il vous plaît, un peu de respect. Donc oui, c'est assez prenant et c'est cool de retrouver ça dans un format ultra lisible. On sait en combien de volumes est-ce que ce sera publié du coup sur ce format ? 6 tomes sous ce format-là. Impeccable. Voilà, c'est sorti du coup aussi aujourd'hui cette nouvelle édition. Vous pouvez y aller. Et voilà, il y a matière. C'est une belle édition. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. On enchaîne avec le volume 6 de Mao. Alors, Mao, est-ce que je l'ai quelque part ici ? Bien sûr, Rumiko Takahashi, Mao ici. Mao, c'est quel numéro d'œuvre de Rumiko Takahashi ? C'est son œuvre numéro combien ? Vraiment, question piège de ouf. Alors, elle en a fait plusieurs. Est-ce qu'on compte toutes les one-shots, les chapitres qu'elle a créés ? Non, on va dire ces sérialisations un peu plus longues. C'est après Ranma ou avant Ranma ? C'est une œuvre actuelle. C'est l'œuvre actuelle. Mao, c'est vraiment l'œuvre qu'elle est en train de faire aujourd'hui, puisque Rumiko Takahashi, il y a un mystère qui l'entoure, c'est que même aujourd'hui, elle continue à dessiner 20 pages à la semaine. Par contre, c'est une autrice qui a commencé avec Lamu, donc il y a quand même un certain temps. De ouf. Et aujourd'hui, elle a encore la force physique de pouvoir publier de manière hebdomadaire sur un magazine. Et Mao sort de manière très très régulière. Il vient de passer d'ailleurs, la série vient de passer le 1 million d'exemplaires au Japon. Ah ouais. Elle a ses fans avec elle. Et voilà, elle est toujours pimpante, toujours souriante d'ailleurs quand on la rencontre, et toujours très très jeune et fraîche dans sa tête. Donc elle continue à faire du shonen comme elle avait commencé. Alors pardonnez-moi, étant donné que le trait de Rumiko Takahashi est très constant, en vérité, il évolue très peu au travers des âges. J'avais du mal à replacer l'œuvre Mao dans le temps. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu du propos du manga ? De quoi il s'agit exactement dans cette œuvre ? Alors, il s'agit d'une jeune fille qui se retrouve... comment raconter ça de manière... Alors, l'histoire de Mao, c'est une jeune fille qui... l'histoire commence par un accident dans un centre commercial. On ne sait pas trop pourquoi, il y a un accident dans un centre commercial. À notre époque ? À notre époque, effectivement. Ah oui, d'accord, ok. Et ensuite, on suit l'histoire d'une jeune fille qui, justement, lorsqu'elle passe par ce centre commercial,
par rapport à cet accident, etc., se retrouve projeté dans le passé, au 19e siècle, grosso modo. Ça dépend. Enfin, à une époque, où justement, une époque qui est en proie à énormément justement d'ésotérisme et de fantastique, où les démons, enfin les yokai entre guillemets plutôt, donc les démons japonais sont fréquents, et elle fait la rencontre de Mao, justement le fameux personnage principal, qui lui se charge d'affronter les yokai. Et du coup, elle ne sait pas trop ce qu'elle vient faire là, et tout l'intérêt de Mao, c'est qu'en fait, comme l'héroïne est à la fois dans le passé, mais que régulièrement elle revient dans le présent, ça lui permet justement d'acquérir des compétences, de se renseigner, d'aider Mao, et en fait on s'aperçoit que Mao, même si c'est un chasseur de démons, c'est surtout un chasseur de démons maudit. Donc vous imaginez bien, quand vous avez un chasseur de démons maudit et que tout le monde en a un petit peu après lui, les péripéties vont s'enchaîner pour lui et pour ses compagnons. On connaît un de chasseur de démons maudits aussi, qui a vécu pas mal de péripéties chez Glénat. C'est vrai que c'est souvent des problèmes. Volume 6, un rythme de parution très régulier. Quelle force de travail. C'est hallucinant, Rumiko Takahashi. Ce qui est pas mal avec Mao, c'est que ça rappelle un peu le premier seinen que Rumiko Takahashi avait réalisé, qui s'appelle Mermaid Saga. Qui est ce qu'elle avait réalisé, je pense, juste après Ranma, et qui était aussi publié. Juste la première partie avait été publiée chez Glénat autrefois, et aujourd'hui on fait une nouvelle édition qui va sortir cet automne, en 2 tomes, grand format. Et on va découvrir peut-être les premiers intérêts de Rumiko Takahashi pour cet univers ésotérique japonaise. Donc on va parler de gens qui ont des pouvoirs, des sirènes surtout. Des sirènes qui ne sont pas forcément les belles créatures qu'on connaît en Occident. C'est vrai, oui. Et je sais que c'était une œuvre qui est extrêmement demandée, comme l'école. Oui, il y avait des questions par rapport à ça justement dans le chat. Impeccable, si vous alliez... C'est ça, donc on a une nouvelle édition en 2 tomes complets qui va vraiment faire l'intégralité de la saga. Et donc, évidemment, à découvrir avant, après Mao, ça dépend du timing que vous voulez accorder aux séries. Parfait, impeccable. Mao, volume 6 est sorti, ça fait beaucoup de sorties, mais ça n'est pas terminé puisque sort aussi aujourd'hui l'agenda 2022 de One Piece. Alors là, One Piece, on capitalise, mais c'est cool d'avoir ce genre d'agenda aussi publié en France. Je veux bien t'avouer que ça fait 2 ans et demi que je ne peux pas voyager au Japon, donc le One Piece Store de Shibuya, je ne suis pas retourné depuis très longtemps. Pouvoir voir ça chez nous et pouvoir l'acheter, c'est très cool. Alors, on peut le montrer. Tu peux nous en parler de toute façon, Benoît, mais cet agenda, il est quand même pas comme les autres. Il est ultra stylisé. Oui, c'est un agenda en fait pour les fans de One Piece et également pour ceux qui souhaitent tout simplement avoir un agenda. Il a été conçu dans un format A5 pour justement pouvoir être accessible et abordable par tous. Et l'idée, c'est d'avoir sur une double page une vision globale de votre mois, ce qui vous permet justement de savoir comment vous organiser. Et en parallèle, vous avez bien évidemment sur chaque double page des vignettes tirées du manga, ainsi que des visuels couleurs qui permettent justement que toute votre année soit accompagnée par One Piece. Et à la fin, vous aurez bien évidemment des pages de notes avec là encore des vignettes ainsi qu'un carnet d'adresses. Ah oui, le carnet de notes. Je dois bien préparer mes émissions là-dessus avec Usopp fait. Mais t'es sûr que tu veux faire ça? Impeccable. J'aurais pas préparé ce plat-là, me dit Sanji. Impeccable, nickel. C'est quand même une petite merveille avec que des planches d'origine du manga, du coup, dans ces carnets de notes. On a les anniversaires des personnages aussi dans cet agenda. Ah ouais, c'est vrai. Incroyable. Attendez, est-ce que je peux retrouver... Là, quand c'est marqué là, ça veut dire que c'est les anniversaires des persos quand ils sont dedans pour chaque jour, en fait, les jours où tombent les anniversaires des personnages, il y a une vignette du personnage avec son anniversaire. L'anniversaire du Sop, suivi de l'anniversaire de Jinbei, suivi de l'anniversaire de Brook. Ils sont nés à 3 jours d'intervalle. Très bien. En avril. C'est vrai qu'ils ont des dates d'anniversaire, pas vraiment d'année de naissance, ils ont des dates d'anniversaire. C'est vrai que ces dates d'anniversaire, en fait, jusqu'à présent, elles n'avaient pas été rassemblées en un seul et même endroit. Elles constellaient, on va dire, les tomes de One Piece dans le courrier des lecteurs, mais on n'avait pas de calendrier, justement, qui permettait de se souvenir de toutes ces dates. Maintenant, avec cet agenda, vous aurez aussi cette possibilité. Mais bien sûr, évidemment, Chopper est né la veille de Noël, c'est un renne. Comment est-ce qu'il aurait pu être né un autre jour? Franchement, c'est
merveilleux. J'adore ça. Et il y en a qui connaissent la date d'anniversaire de leur personnage préféré. Donc voilà, l'agenda One Piece est aussi disponible en librairie, ainsi que One Piece Doors. Alors là, Benoît, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce qu'est One Piece Doors et surtout de l'importance que ces volumes ont sur l'histoire de One Piece? Alors One Piece Doors, donc c'est une série parallèle à One Piece qui reprend les planches d'ouverture de chapitres. C'est-à-dire qu'en fait, au Japon, on appelle Doors justement ces fameuses pages d'ouverture de chapitres, puisque vous ne commencez pas directement la lecture dans le manga, mais vous commencez par cette page qui vous indique chapitre 28, chapitre 30, etc. Et au départ, on pensait simplement que ces pages d'ouverture étaient, on va dire, juste là pour faire joli. Et très rapidement, en fait, il s'est avéré que ces pages d'ouverture ont servi à Eiichiro Oda à développer son univers et à expliquer ce qui advenait des différents personnages une fois qu'ils avaient croisé le chemin de Luffy. Donc il y a à la fois, on va dire, des aventures, des vignettes sur ses adversaires, mais il y a également aussi des vignettes sur ses compagnons. Je pense par exemple à Octi, qu'il a rencontré au départ lors d'Arlong Park et qu'on sait qu'il le rencontre beaucoup plus tard lorsqu'il est sur l'archipel des Sabaody. Mais il y a eu donc dans un One Piece Doors cette partie-là. Et donc tout l'intérêt de One Piece Doors, c'est de justement remettre en avant l'ensemble de ces pages de chapitres, mais non pas, on va dire, morcelées au sein d'un ouvrage où quand vous lisez un One Piece, vous lisez d'abord et avant tout le manga pour savoir ce qui arrive à Luffy et ses compagnons, mais justement, ça vous permet de vous concentrer sur ces histoires parallèles. Et c'est ça. Et donc d'avoir aussi justement des surprises, et en même temps, ça permet également à Eiichiro Oda de faire un petit peu de teasing, puisque quand on découvre qu'un personnage a survécu, on est en droit de s'attendre à ce qu'à un moment ou à un autre, il puisse revenir dans la course. Je ne vais pas vous spoiler, évidemment, si vous n'êtes pas trop loin dans One Piece, mais regardez, par exemple, vous pouvez suivre ici l'aventure de Jinbei. Donc voilà, c'est vraiment au début de quasiment tous les chapitres. On voit ici le 751, Jinbei part en mer, 752, il rencontre quelqu'un, 753, incroyable, il y a un poisson-chien qui l'arrête, 754, il est accompagné, puis ensuite il tombe sur quelque chose de bizarre, qu'est-ce que ça peut bien être? Et tu vois, l'histoire se suit, un bateau tombe, d'où vient-il, etc. Et ça se poursuit, il tombe sur les vignettes de chacun, et tu te rends compte qu'en fait l'histoire de Jinbei, elle est super complète, ça ne s'arrête quasiment jamais, il redécouvre des endroits, il retombe sur l'Umibozu, qui va l'aider ensuite après, voilà, bon, je vais pas vous la faire, mais si vous continuez, vous avez vraiment toute l'aventure de Jinbei, parce que Jinbei disparaît à un moment du manga, et en vrai, si tu ne lis que le manga, tu ne sais tout simplement pas ce qui lui arrive. Et dans ces One Piece Doors, tu vas pouvoir retrouver un peu tout ça, en plus de certains petits défis parfois humoristiques, par exemple vers la fin, c'est les lecteurs qui envoyaient des défis un peu à Oda en disant essaye de dessiner Robin, je ne sais pas, une vernisserie, voilà, et là il dessine Robin en train de présenter ses œuvres et ses tableaux, quelque chose de totalement fictif, mais un petit délire, toujours en essayant de répondre au plus près à ses lecteurs. Courrier des lecteurs, d'ailleurs, qui est toujours très, très intéressant. Il y a un recueil qui couvre la totalité du courrier des lecteurs de One Piece. Alors, il n'y a pas de recueil en tant que tel, puisqu'en fait, les courriers des lecteurs sont prévus dans la version japonaise comme, on va dire, des textes bonus au fur et à mesure des chapitres. Donc, vous avez entre 3 et 4 courriers des lecteurs par tome, ce qui vous permet effectivement de suivre ça. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toutes les réponses qui sont dans ce courrier des lecteurs sont bien évidemment des réponses faites par l'éditeur et par Eiichiro Oda lui-même, et donc sont extrêmement cohérentes. Et par exemple, je sais que lorsque des fois on a des questions qui sont posées, en fait ce sont des rappels par rapport à des questions qui ont été posées à plusieurs tomes avant. Je prends un exemple relativement simple. Là, on a le One Piece 99 qui va sortir en septembre prochain. Donc One Piece 99 dont je vous présente un petit peu en exclusivité. Nous avons effectivement cette merveille. Nous avons su la surjaquette de la version collector, et donc avec effectivement la version normale qui sera insérée. Et notamment dans ce courrier des lecteurs, il y a eu justement une demande où les lecteurs disent on avait posé des tas de questions aux doubleurs de la série, mais il y a des nouveaux personnages qui sont apparus et on n'a pas posé de questions. Et donc justement, ce courrier des lecteurs étant dynamique, Eiichiro Oda a dit vous avez raison, et du coup, je vous invite à venir poser vos questions aux autres doubleurs, comme ça vous aurez vos réponses. Donc on a vraiment effectivement une logique de continuité au sein des courriers des lecteurs, et ça c'est toujours effectivement agréable
agréable à voir. On rappelle aujourd'hui que Eiichiro Oda est à la fois très proche, bien sûr, de son œuvre, mais aussi de la publication de l'animé, des films qui sont en cours de production chez Toei. Donc, voilà, on en discutait. Hein, ce qui lui manque, c'est du temps. Hein, c'est surtout ça, hein, au pauvre Oda. Et ce qui est important aussi de noter, c'est que Eiichiro Oda, on peut avoir tendance à considérer qu'il est focalisé sur le manga et que ses autres participations sont, on va dire, plutôt de l'ordre du conseil et de la discussion. Mais il a aussi une activité couleur qui est quand même relativement importante, puisque bien évidemment on a les One Piece Color Walk qui sont des artbooks, mais également nous avons des calendriers maintenant One Piece qui reprennent justement ces fameux visuels couleurs. Et en octobre prochain, justement, là nous avons proposé l'agenda 2022, et donc en octobre prochain nous vous proposerons dans toutes les librairies un calendrier 2022 One Piece avec justement des très très grandes planches, encore plus grandes que celles du Color Walk, pour justement faire en sorte que vous puissiez être accompagné de Luffy et ses compagnons pendant toute l'année prochaine. Plus grande que ça, là ? Exactement. Tiens, même pas dans le cadre. Vous aurez peut-être la chance de l'apercevoir si vous assistez au live One Piece. Ça, c'est mes chefs-d'œuvre. J'adore les Color Walk. Je les tiens précieusement. C'est tellement incroyable. Tellement fou tout ce qu'il a dessiné. Z, hein, pareil, il a dessiné. Hein, même si c'est le film, il a fait quand même les planches originales. C'est ouf le temps qu'ils mettent à faire tout ça. Pas mal de questions dans le chat concernant ces éditions collector. Donc on est en route vers le volume 100 de One Piece, qui n'est pas sorti au Japon d'ailleurs, il me semble encore, hein, le tome 100. Et pour justement cette route vers le tome 100, donc il y a 3 éditions spéciales avec des reliures spéciales qui sont mises à la disposition. 98, 99 que tu as justement ici et 100. La question qui est posée évidemment, c'est est-ce que les lecteurs vont pouvoir avoir des rééditions de ces volumes-là, ou c'est limité et premier arrivé, premier servi ? Alors, les éditions telles qu'elles sont proposées actuellement sont des éditions collector. Donc, il sera assez surprenant d'envisager des réimpressions pour des éditions collector. Ça, c'est un premier point. Après, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'effectivement, nous avons pu prendre conscience de l'ampleur de l'intérêt des lecteurs pour les One Piece. Et normalement, vous devriez pouvoir être en mesure de vous procurer des éditions collector des tomes 99 et 100 de manière un petit peu plus facile que pour le tome 98. D'accord, ok. Ça... Je tiens d'ailleurs, justement, comme tu disais que le tome 100 n'était pas paru, je tiens d'ailleurs à apporter une petite précision, c'est qu'effectivement, on est dans un rythme de production qui est extrêmement proche du Japon. Ouais. Le 99 qui sort donc mi-septembre chez nous n'est sorti au Japon que début juillet. Début juin, que le 4 juin. Donc de juin, septembre voilà. Chez nous pour une parution en juin au Japon. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, en termes de rythme de production de notre part, c'est quelque chose qui est très intense, puisque bien évidemment, il faut avoir la traduction, il faut la maquette, il faut relire. Quand on voit les dessins d'Eiichiro Oda, on voit bien qu'il en met partout. Donc, effectivement, il faut être vigilant sur énormément de choses. Donc, on sait qu'on a effectivement très souvent des lecteurs et des lectrices qui ont l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton magique pour pouvoir publier le tome. Oui. Le bouton magique, il faut appuyer très très fort dessus. Là, on est en train d'appuyer très très fort sur le tome. Voilà. Donc, on entend effectivement les requêtes des fans qui souhaitent lire leur tome au plus près. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de se rapprocher du rythme de parution japonais. Mais il y a aussi tout un travail pour faire en sorte que le volume qu'on vous propose soit un volume qui soit de la qualité que vous attendez et pas simplement un volume sorti parce qu'il fallait sortir vite. C'est très important, en effet. Content en tout cas de savoir qu'il y aura peut-être un peu plus mis à la disposition des gens du 99. 98, j'ai tout fait, hein, j'ai pas réussi. Hein. J'ai 12 précommandes, impossible, tout était out of stock absolument partout, malheureusement. D'autres petites questions concernant les agendas. On demande si des agendas d'autres séries de chez Glénat seront proposés ou vont être proposés à la vente. En fait, la réponse est presque dans la question, c'est-à-dire qu'il s'agit du premier agenda que nous publions. D'accord. Donc nous allons déjà voir les résultats, les retours autour de cet agenda, et si effectivement les résultats se révèlent particulièrement probants, il n'y a pas de raison que nous n'étudions pas d'autres séries. Très bien, très bien. Et une petite question concernant l'œuvre de Rumiko Takahashi et la Perfect ou Deluxe édition de Lamu. Est-ce que vous comptez publier la Perfect édition de Lamu ? Il me semble qu'il y avait une réédition de Lamu il n'y a pas eu longtemps chez Glénat. On a fait une édition Perfect Color en 2 tomes qui était en fait le recueil de toutes les pages couleurs qu'elle avait réalisées pour Lamu. Ok.
Voilà, mais qui ne contenait pas effectivement l'intégralité de la série. Après, la série étant assez longue quand même pour la MU, c'est pas impossible, mais effectivement, elle n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour, aujourd'hui tout de suite. On rappelle que la plupart les Perfect éditions que vous publiez chez Glénat, ce sont des éditions qui sont publiées aussi au Japon. Hein. Ce ne sont pas des éditions sorties du ciel que vous refaites à partir de rien. Il faut aussi respecter les procédés, respecter la maison d'édition mère. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'œuvre. En tout cas, ce n'est pas fermé à la possibilité. Restez évidemment attentifs. On va parler des 2 dernières sorties de la semaine, avec notamment le volume 13 de Tokyo Revenger. Il est là, je l'ai lu il y a 2 jours. Hein, formidable. Un volume 13 qui... je ne dirai rien, mais en tout cas... qui annonce que c'est pas fini en fait cette histoire. C'est jamais fini avec Tokyo Revengers. Donc oui, en plus il y a Draken en couverture, donc moi ça me rend toujours joie parce que c'est mon personnage préféré. Voilà. Donc voilà, oui, non, on est content à chaque fois qu'il y a un tome qui sort, de toute façon dans l'équipe, parce que on est tous fans et ce depuis le début. Depuis le début, on y croit. Depuis le début, on s'accroche parce qu'on savait que cette série méritait le succès qu'elle connaît enfin maintenant. Notamment grâce à l'animé. Mais en fait, à partir du tome 4, on savait qu'il fallait maintenir la pression à partir du tome 4, parce que c'est à partir du tome 4 où c'est là que l'histoire prend toute son ampleur. Oui. Et donc voilà, donc maintenant elle commence à connaître son succès, et au Japon, elle est considérée comme la relève du shonen. Donc voilà, donc on est content à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. Et donc voilà, on vous donne rendez-vous juste après, Tout à fait. 13h à 16h pour un live Tokyo Revenger. Si vous ne connaissez pas Tokyo Revenger, que vous n'avez pas encore découvert la série, on sera avec 4 fans justement de Tokyo Revenger. On va en parler pour les heures qui suivent, avec des petits quiz, avec des anecdotes, avec de la découverte. On va discuter du manga, de ces arcs scénaristiques différents. Un manga très particulier, dans un style qui était ultra populaire dans les années 80-90, mais qui n'a pas connu d'œuvre aussi majeure que Tokyo Revenger, je pense, depuis très très longtemps. C'est très bien remanié avec les codes d'aujourd'hui, même si le récit se passe dans le passé, pour quand même coller un tout petit peu avec l'univers des gangs dans lequel il se passe. Un animé est d'ailleurs en cours en ce moment. Je crois qu'il y a même un live action movie aussi. Dans 2 jours, je crois, au Japon. Dans 2 jours au Japon. Il sort dans 2 jours au Japon. 2 jours au Japon, c'est garanti. Donc c'est du Furio, hein, vous savez, c'est un style où plusieurs gangs s'affrontent au Japon, et on va voir, évidemment, on va suivre l'histoire du Tokyo Manjikai, un gang qui veut avoir un grand cœur, mais c'est pas facile d'avoir un grand cœur quand t'es une racaille. Exactement. Après, ce qui est intéressant dans Tokyo Revenger, c'est que c'est pas uniquement une histoire de gang, une histoire de Furio, mais on a quand même une histoire de voyage dans le temps, Il y a un petit côté polar quelque part, parce qu'il y a toute une intrigue dont il faut trouver les rouages et les problématiques. Et j'ai l'impression que les personnages sont peut-être un peu plus shonen que dans les autres titres de Furio qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui, j'avoue, il y a le pouvoir de l'amitié fois 1000 là. Les bromances. Mais je suppose que c'est ça qui fait qu'au lieu de rester juste un titre pour les fans de Furio, on a un shonen vraiment assez grand public qui peut vraiment être lu par des garçons, des filles, plus jeunes, plus vieux, voilà, tous les fans de shonen. Et ce qui est important, c'est justement, comme on est sur une histoire de voyage dans le temps, donc le principe de base, c'est que le héros en fait apprend au tout début que la petite amie avec laquelle il sortait par le passé, qui était entre guillemets sa seule petite amie, justement, elle est morte dans un affrontement de gang. Et en fait, il découvre qu'il peut voyager dans le passé, donc il décide d'empêcher justement la mort de sa petite amie. Et donc, ce qui est important, c'est que justement, on a cette dimension polar où il retourne dans le passé pour changer, donc en intégrant justement le gang pour changer ça. Mais il est aussi obligé de retourner dans le présent pour voir si ça a changé. Sauf que, bien évidemment, le temps ne se modifie jamais comme il le souhaite. Et donc, on a cette dimension polar où à chaque fois, il est obligé de dire « Ah mince, j'ai changé ça, mais entre-temps, il y a ça qui a merdé, il faut que j'y retourne pour changer. » Et donc, on a vraiment toute une dynamique. Et c'est vraiment un manga qui prend aux tripes. C'est-à-dire que quand vous avez tous les personnages qui se battent, qui justement veulent faire entendre leur voix, vous êtes là,
fait, c'est vraiment un page turner. Et une fois que vous arrivez à la page 292, vous dites non, je peux avoir la suite. Bon, bah là, vous avez que le 13. Donc, j'avoue, ça se lit très très vite. Et en ce moment, c'est un gros succès. D'ailleurs, beaucoup de personnes demandent s'il y aura des réimpressions de Tokyo Revenger, parce que je sais que certains volumes, notamment le 4, le 8, sont très difficiles à trouver. Je ne comprendrai jamais pourquoi ce sont le 4 et le 8 des séries qui sont difficiles à trouver des fois. Margot a répondu. Margot. C'est parce qu'il y a c'est le où meilleur se passe, tome. Donc les gens n'achètent que le 4 et que le 8. Le 8 aussi, c'est Oui, pas le là 8. où se passe. Oui, c'est là aussi, oui. Je ne dirais rien. Voilà. Donc oui, il y aura évidemment des réimpressions. Ce qu'il faut savoir, hein, et ça, je veux dire, c'est un constat qui est partagé par l'ensemble des éditeurs et par l'ensemble des imprimeurs, c'est que depuis le début de l'année, les ventes de mangas en librairie explosent. Elles explosent il y a eu. plus. Donc forcément, comme les ventes de mangas explosent, les titres, les stocks du coup diminuent et donc tombent en rupture, et il faut les réimprimer. Sauf que pour les réimprimer, bien évidemment, on lance toutes les réimpressions, mais il y a d'une part un problème d'approvisionnement de papier, c'est-à-dire que si on n'a pas de papier, on ne peut pas imprimer. Et puis après, il y a effectivement la problématique des imprimeurs. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on a multiplié par 4 le nombre d'imprimeurs avec lesquels on travaille depuis le début d'année pour assurer le rythme des réimpressions. Ah ouais, par 4. Évidemment, plus le nombre de séries. Donc oui, ce sera réimprimé. On a des plans de réimpression qui sont prévus entre maintenant et la fin de l'année. Donc ne vous inquiétez pas, les titres sont juste en rupture momentanée. D'accord, ok. Ça va revenir, bien entendu. Bon, vous savez, c'est vraiment un contexte très très particulier entre le canal de Suez bouché et le Covid. Évidemment, il y a eu quelques petites pénuries. Si vous êtes dans la tech, vous savez aussi qu'il faut prendre parfois son mal en patience dans ces moments-là. Voilà, Tokyo Revenger. Donc je rappelle, juste après cette émission, il y aura un live spécial sur Tokyo Revenger. Donc restez bien entendu avec nous. On va reparler un peu de la série, vous la faire découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert, et vous expliquer pourquoi. C'est vachement bien. Autant vous dire, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais j'ai découvert moi avec l'animé avant de lire le manga, et l'animé m'avait pas plus accroché que ça. Une fois le manga dans les mains, j'ai fait 13 volumes en speedrun en fait. Ça se lit beaucoup mieux. Je trouve le dessin bien plus mis en avant. Comment est-ce que les personnages ressentent les émotions et les transmettent, ça va mieux dans le manga. Je suis peut-être vieux, je sais pas. Je préfère ce genre de format-là, mais très clairement, le manga détrône totalement l'animé. Et on termine avec coup de cœur, et c'est le 3e volume peut-être d'un de mes mangas coup de cœur du moment. Merci à Glénat en tout cas de publier ce genre de manga-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de shoujo dans votre gamme, mais celui-là, il est vraiment top. Une touche de bleu. C'est toi, Léa, qui va nous en parler un tout petit peu. De quoi il s'agit, de quoi ce manga parle exactement, et pourquoi ce manga est top. Je suis contente que tu aies un coup de cœur dessus, parce que moi aussi je l'aime énormément, et en fait ce manga est très touchant, puisque l'autrice s'est vraiment tirée de ses propres expériences personnelles pour le faire. Et le combat des personnages, je pense qu'on peut tous le comprendre, c'est essayer de s'accepter tel que l'on est malgré nos complexes. Et en fait, donc dans cette histoire, on suit Ruriko, qui est née avec une grosse tache de naissance bleutée sur le visage. Et en fait, on voit qu'à l'école, elle sourit tout le temps, elle va rendre service à tout le monde. Et en fait, quand elle rentre chez elle, elle n'est pas bien du tout, parce qu'au final, c'est un mal-être qu'elle garde caché. Et ce que j'aime bien, c'est que les premiers tomes sont un peu centrés sur elle. Et là, dans ce tome 3, justement, qui sort, on passe sur Kanda, qui est son professeur. Et lui, en fait, a un autre malaise complexe, plutôt, puisqu'il souffre de prosopagnosie. En fait, c'est quasiment impossible pour lui de reconnaître un visage. Et donc, il essaie de trouver des petites astuces pour reconnaître une personne, mais avec un visage, il ne peut pas. Et imaginez, il est professeur, donc quand il est en classe et qu'il a 30 élèves en face de lui... C'est 30 les mêmes. Voilà, et donc c'est vraiment... Juste, il y a le garçon-fille avec les sailors, les uniformes, mais c'est tout, quoi. C'est exactement ça, et donc il a son petit carnet où il essaye de s'y retrouver, quoi. Et dans ce tome, justement, c'est encore pire, parce qu'il se retrouve en pleine fête du sport, où là, tu as des lycéens absolument partout, donc c'est l'angoisse. Et on est vraiment centré sur lui. Et donc, dans ce manga, on voit les interactions entre cet élève qui souffre et lui aussi, le prof qui n'ose pas en parler à ses collègues, Ruriko qui n'ose pas en parler de son mal-être à ses amis. Donc, les interactions entre les deux personnages sont très intéressantes. Le trait est très beau.
Et demain, on va avoir la chance d'avoir l'autrice en duplex à midi. Exactement. Qui parlera de tout ça. Ça fait partie des petites surprises que l'on a sur ce Glénat Manga Festival, mais on aura certains auteurs en duplex ou certains messages d'auteurs. On a une surprise d'ailleurs pour Tokyo Revenger juste après. Vous verrez, c'est pas rien du tout. Et c'est une véritable chance, en tout cas, de pouvoir les avoir et de pouvoir communiquer avec eux. Je crois que vu le planning de ces auteurs, pouvoir les avoir en duplex, c'est quelque chose de très, 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 très rare. Et oui, et j'aime beaucoup l'histoire de ces deux personnages et comment est-ce qu'ils vont combattre leurs complexes au quotidien. C'est vraiment top dans des milieux qui sont différents et avec des tranches d'âge qui sont différents, donc avec des problématiques qui sont totalement différentes. C'est vraiment des choses qui me parlent assez. Donc vraiment gros coup de cœur. On aura l'occasion du coup de vous en parler sur une émission spéciale, une touche de bleu. Donc volume 3 déjà sorti, les 2 premiers volumes déjà disponibles. Et voilà pour les sorties de la semaine. Ça fait un paquet de sorties cette semaine quand même. Quel taux de production absolument incroyable. Mais ce n'est pas tout, puisque vont arriver évidemment en 2021 d'autres sorties, d'autres annonces. Et là on va évidemment parler un tout petit peu de ce qui attend les lecteurs de chez Glénat pour la suite de 2021, voire même pour 2022. Et on va commencer par quelque chose, je trouve une initiative assez formidable. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous faites ce genre d'initiative ou si vous l'aviez déjà fait au passé, mais vous allez sortir le Glénat Manga News. Alors je ne sais pas si quelqu'un l'a justement oui, ici. Je l'ai justement. Voilà, est-ce que tu peux nous parler du Glénat Manga News, voilà, avec Shangri-La Frontière en plus en couverture formidable. Oui. Qu'est-ce que c'est ceci? Combien ça coûte et où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors justement, combien ça coûte? C'est complètement gratuit. Donc vous pouvez trouver ça en librairie, Fnac, Cultura, Espace Culturel Leclerc. Et justement, grâce à ce magazine, donc là c'est le tome 3, il est semestriel. Et vous pouvez avoir un aperçu de nos nouveautés de la fin d'année 2021. Et grande fierté de ma vie, dans ce tome, on a un superbe poster One Piece. Donc ils sont sous les cerisiers, Luffy en train de se gaver comme d'habitude, avec des belles tenues japonaises traditionnelles. Vraiment, il est trop beau. Donc vraiment, c'est gratuit. Vous pourrez l'afficher gratuit. Dans votre chambre. Voilà, c'est gratuit. Tout à fait. Et je reviens à la charge avec One Piece, parce que comme c'est quand même l'année du tome 100, oui. On a un dossier en couleur au début, où on a une interview d'Eiichiro Oda qui revient sur les 20 ans du manga. Et notamment des photos de son bureau. Donc ça, c'est toujours impressionnant à voir. Le lieu de travail d'un mangaka. Enfin, c'est assez passionnant. Donc voilà, vous pourrez découvrir tous ces petits bonus. Ensuite, on a un planning où on présente toutes nos nouveautés. Donc les séries en cours, les nouvelles séries. Et la partie que je préfère, c'est les extraits, où vraiment c'est le meilleur moyen de découvrir une série, parce que c'est en grand format. Ouais. Les extraits sont très longs, pour pouvoir vraiment voir l'ambiance, est-ce qu'on accroche ou pas. Enfin, c'est super. Et donc, dans celui-là, on a Shangri-La Frontière, qui est pour nous un peu le shonen de l'année. Satoko en parlera après, comme il le mérite. C'est vraiment on mise beaucoup dessus. Et on a aussi un extrait de Terrarium, que j'aime énormément. Oui. C'est un seinen très poétique, dans un univers SF. Dont le premier volume est sorti, Terrarium. Hein. Le premier volume est sorti et hier, je travaillais sur le tome 2 qui sortira en septembre et c'est toujours aussi passionnant, l'univers est encore plus construit et notamment les personnages, il y a beaucoup de mystères dessus et enfin, c'est toujours aussi bien. Et on a aussi un extrait de Dear Call dont on vous a parlé. Et on a l'école emportée. Donc avoir les dessins d'Oumez en grand format, c'est un plaisir, enfin, c'est super. Ah, j'avoue. Et ensuite, on a d'autres rubriques à la fin, d'autres bonus, notamment des auteurs BD qui parlent de leur lien avec le manga, comment ça les a influencés. Donc là, on a Laurence Baldetti et Jet qui ont eu la gentillesse de participer. Et une autre rubrique, les dernières pages, mais qui sont très intéressantes, c'est les coups de cœur des libraires et de l'équipe Glénat. Ah oui, c'est vrai, parce que ce Glénat Manga News est disponible en librairie. Et vous avez donné un peu la parole aux libraires
pour qu'ils vous donnent un peu leur coup de cœur, Glénat, C'est ça. de ces dernières années. Et dans ce numéro, cette rubrique a été très importante puisque j'ai un collègue du commercial qui a fait un petit article sur iShield 21. Ah, Et c'est vrai merci. que football américain, j'y connais rien et manga de sport pas trop. Pareil. Et en fait, il en parle tellement bien dans son petit texte que je me suis dit Ah, je t'as vais jamais lire. lu? Ouais, et ça a été mais la c'est révélation. garanti. Je parle de ça à tout le monde. Je suis mise aussi. C'est garanti. Margot est en train de lire la série aussi. Oui. Enfin, c'est incroyable et je pense que je l'aurais pas découvert si j'avais pas vu ce petit article. Donc voilà, lisez jusqu'au bout et vous pourrez faire des belles découvertes comme moi je l'ai fait. Ah, c'est la marque des bons mangas, hein. C'est quand le sujet t'intéresse pas du tout, mais que tu ne peux pas décrocher du manga, c'est que ça marche. Évidemment, très très bien. Voilà, ça sera disponible à partir de quand en Depuis le librairie 30 juin. Depuis le 30 juin, voilà, c'est gratuit. Allez-y, récupérez tout ça pour découvrir toutes les œuvres. Je sais, il est 13h, ne vous en faites pas, hein. Le live Tokyo Revenger arrive et je vois tous les fans de Lena-chan qui sont en sueur dans le chat. Où est ma star préférée? Elle arrive bien entendu sur le plateau, ne vous en faites pas. Elle sera là avec nous juste après les annonces, bien entendu, de ces prochaines sorties. Justement, on va parler de Shangri-La Frontière, puisque, comme tu l'as dit, c'est le shonen qui va sortir bientôt, Satoko, un manga sur lequel vous misez beaucoup, que j'ai eu la chance de lire en version de pré-publication et que j'ai vraiment bien aimé, ne serait-ce que parce que il a une tête de poulet, donc moi je joue les persos avec les têtes de poulet depuis le 1, mais aussi parce que ça parle de jeux vidéo et moi je kiffe le jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce manga? Alors, Shangri-La Frontière, à la base, c'est un roman qui a été publié sur Internet par un fan de jeux vidéo qui a voulu parler de son univers préféré et aussi, évidemment, de manière romancée. Et ça a fait un tel succès sur Internet sur les lecteurs que, généralement, les succès de romans publiés sur Internet, c'est facile, il suffit de les imprimer pour en faire des livres. Et là, non, il y a eu une initiative un peu particulière, c'est qu'au lieu d'imprimer le roman comme ça, ils ont décidé d'en faire un manga. Donc, c'est Ryosuke Fuji qui est connu pour faire un spin-off de l'Attaque des Titans, je crois, jusque-là, qui a été choisi justement pour réadapter cet univers en manga, avec évidemment un très beau design sur le personnage à tête de poulet en slip. Bien sûr, notre héros. en short, mais oui. Disons que sans Oui, armure, bon. hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ça ressemble à un caleçon. C'est mon main. Et donc, notre héros, c'est un gamer passionné de jeux vidéo, mais il a une particularité, c'est qu'il n'aime que les jeux pourris, ce qu'on appelle les kusoge en japonais. Ouais. Et il a toujours voulu jouer qu'à ça. Sauf qu'à force de jouer à ces jeux pourris qui sont tout buggés, il est devenu super bon. Et un beau jour, il s'est dit, je m'ennuie, et si j'essayais le meilleur jeu du monde? Si j'allais jouer à Fortnite. Le meilleur jeu du monde, c'est Shangri-La Frontière. Je pense qu'on est plus proche d'un univers comme Monster Hunter. C'est un univers fantasy. C'est fantasy plus RPG. Et comme on est dans un univers un petit peu SF, dans ce monde-là, les jeux se jouent en VR total. Donc, dès qu'ils se plongent dans le jeu, ils se retrouvent dans l'univers du jeu. Donc, quelque part, on a un petit côté isekai, fantasy, où sans mourir, sans se réincarner, en fait, le héros se retrouve projeté dans un univers de fantasy où il va pouvoir mener ses aventures, se faire de nouveaux amis, combattre des gros monstres, rater quelque chose qu'il aurait voulu essayer, être maudit, tout ça. Donc, vous découvrirez ces aventures. Et en fait, ce qui est assez sympa dans ce manga, c'est que c'est complètement lisible par des fans de jeux vidéo qui vont se retrouver un peu comme leur univers préféré, un peu comme Margot, qui est fan de jeux, ou ça peut être aussi lu par des gens qui ne jouent pas, mais qui aiment les univers fantasy, exemple Benoît. Ça m'a donné envie de me remettre aux jeux vidéo. Pas gamer, Benoît. Je suis un gamer occasionnel. Une fois que j'ai lu Shangri-La Frontière, je me suis dit, faut que je me remette à jouer. J'avoue. Mais au Ksoge, alors Aussi. On va commencer par là. Non, mais et puis il y a énormément d'humour, il y a de l'aventure, et c'est vrai que c'est le côté humoristique avec déjà rien que le design du personnage est assez fou. Il est trop stylé. Voilà, donc c'est assez passionnant. Vous pouvez commencer à le lire peut-être dans le Glénat Manga News pour voir si ça vous intéresse. Et le tome 1 sort le 8 septembre.
8 septembre pour le tome 1 de Shangri-La Frontières. On aura l'occasion d'en parler justement ici même sur le plateau. Ce sera dimanche, il me semble, de Shangri-La. On vous montrera un tout petit peu et on partagera nos avis sur le manga avec tout un tas d'invités. On va parler un peu des réimpressions. Satoko, pas mal de questions sur les réimpressions. Qu'allez-vous réimprimer chez Glénat? Qu'est-ce qui manque dans le catalogue qui vous est très demandé? Alors, tout. On réimprime tout. Normalement, alors, j'ai vu passer le plan de réimpression jusqu'à la fin de l'année et encore, on travaille en flux tendu justement avec la personne en charge pour que dès que quelque chose disparaisse, on essaye de le remettre en réimpression. Le seul problématique, c'est que, je vais vous prendre un exemple, si on a de la place pour imprimer 100 livres, et d'ailleurs, généralement, on essaye en ce moment d'avoir de la place pour en imprimer 150 alors qu'on en avait prévu 100. Mais si on a de la place pour 150, comment on fait pour réimprimer quand il nous manque 300 titres? Ouais. Voilà, donc effectivement, on fait des choix parfois. On essaye d'imprimer ce qui est le plus demandé. Après, les réimpressions, il y a des gens qui travaillent en machine. C'est des circuits ça peut prendre un peu de temps. On ne peut pas, comme disait Benoît, appuyer sur un bouton et un livre qui sort et qui arrive dans vos mains. C'est pas possible. Donc ça m'a eu un petit peu de temps, mais voilà, ce que je peux vous assurer qu'on travaille en flux tendu voilà, pour essayer de vous combler et d'avoir le volume le plus rapidement possible en librairie. Bon, on est d'accord que si jamais un manga n'est plus imprimé ou quoi que ce soit, de toute façon, il y aurait une communication officielle là-dessus. Alors ça s'appelle un arrêt de commercialisation. Voilà. Quand on termine une série et qu'on ne l'édite plus, qu'on ne le publie plus, là, il y a une communication officielle qui est faite généralement 1 an, 6 mois avant pour que vous puissiez vous procurer la série avant l'arrêt définitif. On retourne, mais c'est pas ce qui est arrivé à ce monsieur-là récemment Oui, complètement. C'était la toute première édition de Dragon Ball qui avait été publiée après les versions kiosque, parce que ça a d'abord existé en kiosque. Mon premier manga. Hein. Oui. Mais vraiment, après, effectivement, c'est une édition qui était conforme à l'époque, puisqu'il est en sens inverse. Il est en sens français. Ce qui aujourd'hui n'avait plus tellement de sens. Oui, bien sûr. Puisque les lecteurs d'aujourd'hui sont habitués à lire du manga. Je pense qu'il n'y avait pas de... À l'époque, par contre, au moment où Dragon Ball est sorti, il y avait des réticences, beaucoup de réticences de la part des gens pour lire à l'envers, entre guillemets. Comme aujourd'hui, ça n'a plus tellement de sens, on a préféré justement ne retenir que l'édition originale en sens japonais. Donc, on a toujours 2 éditions de Dragon Ball. Donc, l'édition on va dire normale, l'édition au format shonen, voilà, celui-ci. Hein. Celle-ci est toujours disponible. Et on a l'édition Perfect, qui est un peu l'objet indispensable pour tout vrai fan de Dragon Ball. Bien entendu, évidemment. En totalité, à la maison, ça n'a pas manqué, bien entendu. On va parler de sortie 2021 aussi avec les Architectes de Babel, Benoît. Qu'est-ce que c'est les Architectes de Babel ? Alors, les Architectes de Babel, ça fait partie de ces titres grand format, donc justement comme les Dragon Ball Perfect, hein, qui sont pour nous, on va dire, des découvertes, des pépites graphiques et qui nous permettent justement de mettre en avant des jeunes auteurs. C'est une série donc, qui est publiée en 2 tomes, que nous publierons en un seul volume. Donc, vous aurez un seul gros volume de 544 pages, fait par un auteur qui justement a fait des études d'architecture et qui a voulu réaliser un manga concernant la construction de la tour de Babel. Donc vous avez à la fois la dimension, on va dire, manga, parce que on suit justement 2 architectes, plutôt un architecte qui part en chercher un autre pour justement l'aider à construire cette tour qui est censée dominer le monde et dont on sait pertinemment au niveau de l'histoire que le chantier a été, on va dire, interrompu. Ouais. Donc on suit effectivement cette dimension, mais le fait que nous ayons un auteur qui justement a fait des études d'architecture fait qu'en fait c'est pas simplement un manga traité de manière divertissante, il l'est, mais on a également tout un socle historique qui fait que c'est à la fois palpitant et instructif. Donc ça c'est vraiment un titre que je vous recommande en un seul volume qui plus est. Donc ça permet justement si vous ne connaissez pas forcément le manga ou si au contraire vous ne voulez pas vous lancer dans une série longue, là vous avez une histoire complète en un seul volume.
Ah, ça c'est top. J'aime bien aussi ce genre de petits mangas fraîcheurs qui se lisent en un seul tome. Ça sort quand, Les Architectes de Babel ? Ça sort en octobre. Ça sort dès le mois d'octobre. Donc voilà, vous avez le Glénat Manga News en librairie actuellement. Shangri-La Frontière qui arrivera aussi dès le mois d'octobre. C'est ça, Shangri-La ? Septembre. 8 septembre. Les Architectes de Babel en octobre. Et on va passer au titre à venir en 2022, puisque là, évidemment, on voit un peu plus loin dans l'avenir. Il y a pas mal de choses qui vont arriver chez Glénat d'ici 2022, des choses dont vous êtes sûr maintenant et vous pouvez nous parler. On va commencer, Benoît, par le livre des sorcières. Alors, je ne sais pas si on a quelques visuels ici, mais est-ce que tu peux nous parler 2022 ? Quel est ce manga ? Alors, le livre des sorcières, c'est une trilogie, donc on sortira le tome 1 et 2 ensemble et le 3 un petit peu plus tard, qui suit un personnage qui a existé, qui est Jean Vailleur, ou Jean Vire, ça dépend le nom, qui est en fait une sorte de savant. Et il arrive dans un village où une des personnes a été, entre guillemets, frappée, mordue par un loup-garou. Et donc, il va s'intéresser bien évidemment à cette histoire, puisque dans cette époque médiévale où justement il y a plein de superstitions, où il suffit que vous voyez une ombre ou que vous voyez quelqu'un faire un remède que personne ne connaît pour le traiter de sorcière, lui va justement essayer d'aller au-delà, on va dire, au-delà des apparences, et pas de dire bon bah voilà c'est bon, c'est un loup-garou, on n'en parle plus, on passe à autre chose, mais justement de s'intéresser à ça. Et ce qui est vraiment très intéressant dans ce titre, ce qui nous a plu, c'est bien évidemment la dimension graphique, c'est-à-dire que les jaquettes, lorsqu'on les a vues, heureusement qu'on était assis, sinon on serait tombé. Elles sont magnifiques, ce sont vraiment des pépites de graphisme. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est qu'en fait, c'est un ouvrage qui traite justement de la lutte contre l'obscurantisme. Et donc, justement, avec tout un tas de croyances de la part des villageois sur c'est le démon, c'est le diable, on peut pas lui faire confiance, alors que d'un point de vue scientifique, le personnage va réussir à démontrer que c'est pas forcément le cas. Et c'est un ouvrage qui nous a plu parce que d'une part, il s'ancre dans un contexte historique qui est connu, mais il fait également écho à une situation actuelle où très souvent on entend des personnes brandir des arguments qui ne sont pas forcément des arguments avérés, mais qu'elles prennent néanmoins pour tels. Fake news. Voilà, fake news, exactement. Alors qu'en fait, justement, à partir du moment où on fait preuve d'un tant soit peu d'esprit critique et de recherche, on est à même de déconstruire ces éléments-là. Donc ça nous paraissait effectivement vraiment important d'avoir cet éclairage pour le publier en 2022. Parfait, le livre des sorcières publié à partir de 2022. Jaquette magnifique, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Margot, vous allez publier aussi Diablomachia chez Glénat à partir de 2022. Oui. Quelle est cette œuvre, un shonen fantasy ? Tout à fait, donc il va sortir en janvier 2022. C'est un shonen de fantasy qui est réalisé au scénario et au dessin par un auteur italien qui s'appelle Dao Seuil. Ah ouais. Oui, donc c'est création, donc c'est nous qui sommes les éditeurs. Alors l'histoire vite fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit avec des gentils démons dans un refuge. Sa vie est relativement paisible, un peu loufoque, et jusqu'au jour où forcément de méchants démons cette fois vont attaquer son refuge et essayer d'envahir le monde des humains. Du coup, Neve, en essayant de les combattre, va se découvrir d'étranges habiletés. Voilà. Donc, ce titre, c'est vraiment, cet auteur, comme vous pouvez le voir, a un trait vraiment sublime, qui n'est pas sans rappeler peut-être celui de l'auteur de My Hero Academia. Et donc, nous, quand on a reçu le dossier avec Satoko, on a été tout de suite conquise, tant par l'histoire qui est à la fois drôle, émouvante et bourrée d'action, et aussi parce que, regardez le trait, quoi. C'est juste magnifique. Donc voilà, on a hâte que ça sorte et on espère que vous serez au rendez-vous. Tout à fait, écoute, hâte de lire ça aussi. Chose surprenante un tout petit peu, Léa, mais vous allez publier Les Lapins Crétins chez Glénat à partir de 2022. Un manga, Les Lapins Crétins, une BD, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est ça, ce sera un manga, un vrai shonen, une quête même. Et en fait, donc pour ce manga, on est en partenariat avec Ubisoft. Et au scénario, on a le talentueux Monsieur Tan qui a fait Jizo pour nous. Ouais. Et la dessinatrice Federica Di Meo qui a un trait, mais superbe. Et quand j'ai commencé à lire, je suis tout de suite tombée dedans. C'est un univers fantasy. Et c'est vraiment la fusion parfaite entre la fantasy et le jeu vidéo.
Et en fait, c'est un univers où la magie existe et le monde est menacé par un terrible sorcier du nom de Carnage. Et en fait, il y a beaucoup d'humour parce que l'histoire commence avec un grand mage qui se dit je vais invoquer les gardiens qui sauveront le monde. Donc il fait son sort, et sauf qu'en fait, ce sont les lapins crétins qui tombent du ciel. Donc le pire mage, calamité. voilà. Et donc le mage se prend en plus un truc sur la tête, il est KO. Et on a le jeune Théo qui est sur la couverture. C'est vraiment un jeune escroc qui observait la scène de loin. Et en fait, il a une idée. Sur le coup, ça lui paraît être une idée de génie. Il se dit, et si je prenais l'identité de ce mage, que je ramenais ses gardiens à la prochaine cité, et comme ça, c'est moi qui vais récolter tous les lauriers, je serai riche, connu. La meilleure sans rien idée. faire. Sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu, Tu m'étonnes. évidemment. Et donc là, ça me fait vraiment penser à la communauté de l'anneau parce qu'il va être lancé dans une quête. Et en fait, on a donc un humain avec Théo, on a les lapins, on va avoir aussi un cyclope, une autre mage. Et les paysages sont superbes, on a des combats. On accroche vraiment directement qu'on connaisse les lapins ou pas. Et Est-ce que tu sous-entendrais que les hobbits sont des crétins? Pas du tout. Après, peut-être Pipin, parfois, il fait pas mal de bêtises. Mais non, vraiment, c'est en mars 2022 et j'accroche énormément. Très bien, Les Lapins Crétins, donc publié à partir de mars 2022 chez Glénat aussi. Un manga français du coup, au niveau du dessin et Alors, du scénar. La dessinatrice est italienne. La dessinatrice Donc, est italienne. Voilà, c'est vraiment un projet hybride où on a le jeu vidéo avec Ubisoft, scénariste français, dessinatrice italienne. Donc c'est un bonheur de travailler dessus. Donc j'espère que ça plaira aux lecteurs. Impeccable. Et on va terminer avec le dernier manga à annoncer. Alors, il me semblait que vous aviez publié, je crois, sur les réseaux sociaux, que vous publieriez un shonen qui commencerait par la lettre S bientôt. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut révéler au monde de quel manga il s'agit exactement et de quel shonen il s'agit? Et si je disais non, ça pourrait être drôle. Ah Non, on va arrêter le suspense ici. On a eu le plaisir de découvrir dernièrement qu'on nous avait accordé une bonne licence Shueisha, donc un shonen qui est assez attendu puisqu'il est publié alors en anglais mais sur le site Manga Plus. Yes. Et ça s'appelle Sakamoto Days. Ah, voilà. Voilà. Sakamoto Days en 2022 chez Glénat en parution française. Incroyable. Un manga qui est un succès fou actuellement dans le Shonen Jump. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de l'œuvre? Alors, je dois bien avouer que j'ai caché un volume japonais. Hein. Ce n'est pas le volume français. J'ai caché un petit volume japonais du tome 1 ici de Sakamoto Days. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu du manga et de quoi il retourne? Alors, je pense qu'en 2 mots, on a un tueur légendaire de génie. On a Jean Reno. Voilà. John Wick. Ou John Wick, oui. Ou John Wick, j'avoue. C'est vrai. Qui, par contre, s'est rangé. Il a arrêté ses activités depuis un certain temps, donc il a pris un petit peu de poids. Un petit peu. Un petit peu. Oh, ça va. Et aujourd'hui, il mène une existence paisible en tant que patron d'une petite épicerie de quartier. Ni vu ni connu, avec une belle femme très gentille, une petite fille parfaite. Donc, ils forment la famille parfaite. Sauf que, évidemment, on ne va pas forcément les laisser tranquilles aussi longtemps. Donc, c'est un manga bourré d'action, bourré d'humour. L'humour, ça se voit, je pense, ne serait-ce qu'à la couverture. Il a vraiment arrêté la balle comme ça. Sérieux. Il est trop fort. Trop fort. Oui. Donc, on est actuellement en train de travailler sur la version française que vous aurez le plaisir de découvrir l'année prochaine, au printemps prochain. Parce qu'il faut quand même nous laisser le temps de bien préparer toute la série et la publication. Mais voilà, je pense que c'est un titre sur lequel j'ai accroché dès le départ. Je l'ai montré à tous mes collègues qui sont tous venus me voir les uns après les autres en me disant « Non, mais il faut absolument qu'on l'ait, ce titre ». C'est tellement drôle. Donc voilà, c'est peut-être la première fois que ça m'arrivait. Parce on travaille je présente à chaque fois tous les titres à mes collègues sur lesquels on veut faire une offre éditoriale. Et c'est la première fois que tous mes collègues ont été unanimes. M'ont dit non, mais il faut absolument, on veut travailler dessus.
Donc voilà, tout Glénat est à 100% derrière ce titre et on espère qu'on aura beaucoup de lecteurs qui seront dans le même cas que nous et qui vont adorer la série. Voilà, c'est l'annonce en tout cas de ce début de Glénat Manga Festival. Évidemment, toutes les annonces seront récapitulées au fur et à mesure du Glénat Manga Festival. Voilà, Sakamoto Days sera publié chez Glénat à partir de 2022. Est-ce qu'on sait déjà combien de volumes sont parus au Japon de Sakamoto Days? Je sais qu'on est aux alentours du chapitre 60-65, je crois, sur Manga Plus. Donc oui, ça fait quand même... Ça fait quand même 4-5 mangas. À peu près, oui. Oui. Il faut savoir qu'un manga du Shonen Jump fait en général entre 10 et 12 chapitres. Donc si on est sur 65-66 chapitres, on a déjà au moins 5 tomes de paru au Japon. Très bien, impeccable. On a une petite avance au Japon qui nous permettra de publier les tomes de manière très très régulière. Impeccable, c'est nickel. Eh bien écoutez, c'est la meilleure annonce que l'on pouvait faire. Voilà, vous avez de quoi lire en tout cas, on rappelle, hein, ça c'est quasiment tout ce qui sort aujourd'hui. Donc vous avez de quoi faire dans tous les genres, tous les styles et surtout avec une touche de bleu. Hein. Allez-y, hein, n'hésitez pas à foncer. Hein. La propagande est en marche et on va se retrouver dans quelques instants ici sur le plateau du Glénat Manga Festival pour un spécial Tokyo Revenger avec tous les invités que vous attendez évidemment dans le chat. Léna, Soso, c'est moi c'est Léna, moi c'est Soso. Ils sont tous en train de se partager leur team ici. Ils seront bien entendu tous mes invités dans ce plateau pour parler de Tokyo Revenger. L'occasion pour moi de vous remercier à toutes et tous d'être venus ici pour parler des sorties. Merci beaucoup Benoît, merci beaucoup Léa, merci beaucoup Margot et merci beaucoup Satoko d'être venus nous parler de tout ça. J'espère qu'on aura donc l'occasion de vous retrouver au cours de ce Glénat Manga Festival pour parler évidemment des différentes œuvres, de la création de manga, de One Piece, de l'histoire du manga en France. On aura l'occasion en tout cas de faire tout ça. On va marquer juste tout petit filet de pause, je ne bouge pas de là, pour faire un switch d'invités et on se retrouve en plateau avec nos invités pour parler de Tokyo Revenger. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci.